l'invité de la matinale. KTO Radio. Une étude sur la maltraitance institutionnelle comme un appel à l'aide pour répondre au désarroi de familles en situation de pauvreté. Le mouvement ATD Quart Monde sort aujourd'hui un rapport accablant sur les dérives des pouvoirs publics en matière d'aide sociale et les conséquences sur des millions de personnes qui en bénéficient. Sa présidente est avec nous ce matin pour nous livrer ses conclusions. Marie-Alette Grard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio. Alors peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Comment vous définissez tout d'abord la maltraitance institutionnelle ? Alors la maltraitance institutionnelle, ça correspond à des traitements qui sont inadaptés ou violents et qui sont liés au fonctionnement même des institutions qui sont censées aider les personnes les plus défavorisées. On parle de quelle institution ? Alors on parle de la CAF, on parle de la CNAM, on parle de toutes les institutions qui soutiennent les personnes qui sont les plus en difficulté. C'est vrai qu'en premier, c'est quand même la CAF qui me vient, mais il n'y a pas que les CAF. Il y a aussi la Caisse d'assurance maladie, etc. Vous avez notamment travaillé sur ce rapport avec des personnes en situation de précarité qui vous ont livré des témoignages et qui subissent cette maltraitance. Concrètement, comment ça se matérialise ? Alors ce rapport, en fait, il vient à la suite d'un travail que nous avions fait avec l'Université d'Oxford en 2019 sur les dimensions cachées de la pauvreté. Parce que ça peut paraître bizarre de vouloir s'attaquer à la maltraitance institutionnelle. Et pourtant, ce sont les chercheurs et les personnes très pauvres qui ont travaillé dans cette recherche en 2019 avec l'Université d'Oxford, qui ont démontré que la maltraitance institutionnelle, c'est quand même très rude au quotidien. Je vous donne un exemple pour que vos auditeurs comprennent bien de quoi nous parlons. La maltraitance institutionnelle, c'est pour les personnes très pauvres et pour les professionnels. J'insiste bien, nous ne sommes pas en train d'accabler tous les professionnels qui travaillent dans les CAF, dans les CNAM, etc. Mais c'est bien aussi les professionnels qui sont atteints par cette maltraitance. La maltraitance institutionnelle, c'est par exemple quand je fais des messages à ma tutelle qui ne me rappellent pas parce qu'elle a trop de travail, parce que les personnes en tutelle, maintenant, doivent suivre 80 personnes alors qu'avant, elles en suivaient 40 et que les retraités ne sont pas remplacés. C'est quand les moyens humains manquent et que les besoins humains ne sont pas pris en compte par les hiérarchies, et les institutions, les politiques. C'est quand à l'accueil des services administratifs, les gens entendent tout ce que vous dites. Avant, on faisait la queue, on allait dans le bureau et les gens n'entendaient pas ce qu'on disait. Déballer sa vie devant tout le monde, personne n'a envie de le faire. Et enfin, je vais vous dire une dernière phrase de témoignage. La maltraitance, c'est ça, c'est l'humiliation, le non-respect. Comment on s'introduit dans nos vies, comment on veut diriger nos vies. Et ça, ce sont des personnes très pauvres qui parlent. Et ce ne sont pas forcément que des personnes en très grande précarité qui sont concernées. Écoutez, sincèrement, sur la maltraitance institutionnelle, nous sommes tous concernés. Mais évidemment, ça n'a pas le même impact sur notre quotidien et sur notre vie en règle générale. Nous avons tous eu un moment où le système a buggé, comme on dit, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire votre nouveau permis de conduire parce que vous êtes fait voler vos papiers et franchement, ça marche mal et vous n'y arrivez pas. Mais la difficulté, c'est que quand vous vivez dans la grande précarité, c'est au quotidien que vous avez des liens avec ces services sociaux aussi, de la petite enfance, de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et là, quand c'est au quotidien que ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes, là, ça devient vraiment très difficile pour votre vie. Peut-être un dernier exemple, si vous le voulez bien, là-dessus, c'est le problème du logement, par exemple. L'accès au logement. Plus de 4 millions de personnes dans notre pays qui sont soit à la rue, soit en demande de logement social, soit dans des logements tout à fait insalubres, eh bien, ça va mal. Ça va mal. Et là, franchement, on sent que le système bug vraiment. Et quelles sont les conséquences pour les personnes qui subissent ces maltraitances ? Je pense notamment à des conséquences de santé physique, mentale, même de confiance en soi ou de capacité d'agir. Oui, parce que quand vous n'avez jamais de réponse,
par quelqu'un précisément qui prend votre dossier en main et à cœur et que vous n'avez pas de réponse précise pour savoir où vous allez loger demain avec vos enfants, pour savoir si vous allez pouvoir occuper cet emploi ou pas, pour savoir si vos enfants, vous allez pouvoir les récupérer parce qu'ils sont à l'aide sociale à l'enfance. Voilà, si vous n'avez pas de réponse comme ça, eh bien, si vous n'avez personne qui vous répond, évidemment, ça vous atteint profondément. Votre confiance en vous, elle est remise en cause, mais complètement. C'est-à-dire que sans cesse, vous allez vous demander, mais est-ce que j'ai bien rempli le dossier? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Finalement, je suis sans doute trop nulle pour accéder à ces droits-là. Mmh. Et c'est peut-être la question à 1 million, mais qui est responsable de cette situation de maltraitance institutionnelle? Écoutez, je crois que tout de même, il y a eu des coupes sombres dans les effectifs. Quand je vous parlais tout à l'heure de la tutelle, avant, une personne qui accompagnait des gens en tutelle, elle avait 40 dossiers, 40 personnes à suivre. Et régulièrement, elle prenait des nouvelles de ces 40 personnes, etc. Maintenant, elle en a 80. Ça veut dire qu'il y a une diminution du personnel. Les retraités ne sont pas remplacés. Et évidemment, pour les professionnels, c'est une sacrée souffrance au quotidien que de ne pas pouvoir répondre aux demandes des Mmh. personnes qui vivent dans la grande précarité. Donc ce ne sont pas forcément des personnes physiques qui sont responsables de cette situation? Non, sincèrement, les professionnels, je crois qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils souffrent aussi beaucoup et nous voyons bien, nous avons travaillé avec eux d'ailleurs pour ce rapport et on voit bien que eux aussi souffrent beaucoup de ne pas pouvoir. Vous savez, un directeur de CAF nous a dit, en dialoguant avec lui sur ce travail justement, il nous a dit, moi je dois choisir. À une période du mois, je dois choisir, est-ce que je vais payer en temps et heure les allocataires qui ont leur dossier prêt et à jour, ou est-ce que je vais mettre du monde à l'accueil de la CAF pour pouvoir recevoir ceux qui ne sont pas en temps et heure et qui doivent remplir leur dossier. Mmh. Eh bien, je dois choisir. Donc, je choisis, lui, il choisissait de régler en temps et heure ceux qui avaient fait leur dossier. Je ne peux pas lui en vouloir, mais là où j'en veux à notre système, c'est qu'il n'a pas assez de personnel. Mmh. C'est clair. Vous parlez du manque de moyens. On entend ces dernières années que la dépense publique est trop élevée en France, qu'il faut endiguer la dette. Est-ce réellement un problème de moyens? C'est un vrai problème de fond, de politique publique que notre gouvernement, quand nous en aurons un, souhaite mener. C'est vraiment, est-ce que nous souhaitons une société qui va laisser de côté près de 10 millions de personnes qui vivent dans la précarité et dans la grande précarité, ou est-ce que nous souhaitons mettre en place vraiment des services publics qui sont pour chacune et chacun et qui ne laissent personne de côté? Mmh. Et y a-t-il d'autres causes structurelles que vous mettez en lumière dans votre rapport qui expliquent aussi cet état des lieux? Alors il y a aussi la manière dont on parle des personnes les plus défavorisées dans notre pays depuis un certain nombre d'années, y compris au plus haut sommet de l'État. J'ose le dire ici, franchement, la manière dont on dit qu'il suffirait de traverser la rue pour aller chercher un emploi, ça ne favorise pas le fait que dans les services publics, on veuille absolument prendre en compte toutes les personnes qui sont en grande difficulté. Mmh. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même, il faut absolument que dans les formations des professionnels, ils puissent bien connaître les publics qu'ils vont rencontrer pour qu'ensuite ils soient vraiment, voilà, qu'ils comprennent les personnes qu'ils vont rencontrer. Mmh. Dans votre rapport, vous faites un constat assez implacable en disant, et on l'entend ici, hein, que les personnes en situation de précarité ne sont pas considérées comme des citoyens à part entière. On est loin là des valeurs républicaines d'égalité ou de fraternité. C'est clair, on n'est pas considéré comme un citoyen à part entière. Quand vous téléphonez au 115, au SAMU social, pour avoir un logement dans les zones les plus, les plus peuplées de France, hein, dans les grandes villes, eh bien, et que l'on vous répond que vous êtes enceinte, on vous répond qu'il faut être enceinte d'au moins 7 mois pour avoir un hébergement d'urgence. Vous vous rendez compte où nous en sommes dans notre pays? À quel point nous en sommes? Mmh. Il y a plus de 2000 enfants qui vivent à la rue chaque jour, chaque soir,
dans notre pays actuellement, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Et une étude... C'est vraiment un problème de politique publique Ouais. que souhaitent mener nos responsables politiques dans notre pays. Hmm. C'est un problème de société. Quelle société voulons-nous? Est-ce que nous allons abandonner une partie de nos concitoyens comme ça? Et une étude statistique du ministère de la Santé publiée en 2023, que vous reprenez d'ailleurs dans le rapport, estime que 17% des Français n'ont pas recours aux aides et dispositifs sociaux par crainte, je cite, de conséquences négatives. Comment l'expliquer? Et oui, parce que non seulement les politiques ont des propos tout à fait désobligeants et désagréables pour les personnes qui vivent dans la grande pauvreté dans notre pays, mais en plus, les politiques actuelles ont voté un certain nombre de lois. Les lois qui ont été votées ces dernières années ne font que montrer du doigt les plus pauvres comme étant responsables de leur situation. Quand on met en place un RSA conditionné, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire des heures de bénévolat et il faut surveiller les gens pour savoir s'ils font des heures de bénévolat pour avoir à peine 500 € par mois pour vivre, pour survivre, eh bien, c'est que l'on n'a pas confiance dans les gens. Nous, ce que nous demandons, c'est un accompagnement dans la confiance et dans la durée. Mmh. Les professionnels le souhaitent aussi. Les professionnels, ils ne sont pas là pour surveiller les gens. Ils doivent être là pour les accompagner à retrouver un emploi. Les gens veulent retrouver un emploi. Ça, c'est clair. Et 17%, c'est un petit chiffre que vous donnez là. Parce que quand on est sur le RSA, sur le revenu de solidarité active, c'est 35% de personnes qui sont dans le non-recours à ce droit. En 2024, Marie-Alette Grard, sommes-nous en train de faire machine arrière en termes de progrès sociaux et de lutte contre la pauvreté? Très sincèrement, je suis très inquiète. Nous sommes très inquiets parce que on voit bien les dérives dans notre pays depuis plusieurs années et que la politique de lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté dans notre pays, elle n'est pas prise à bras le corps, contrairement à ce qu'avait dit Emmanuel Macron en septembre 2018, qu'il voulait éradiquer la grande pauvreté à l'échelle d'une génération. Eh bien, nous n'y sommes pas du tout, du tout. Et une dernière question en quelques mots. Qu'espérez-vous avec la publication de ce rapport? Alors, la publication de ce rapport, c'est montrer la situation, montrer ce que vivent les personnes très pauvres au quotidien. C'est inacceptable et nous espérons que ça va produire un choc chez nos concitoyens. Tout un chacun, tout le monde peut agir au quotidien là où il est. Nous espérons également que les politiques vont s'en emparer pour qu'on puisse aller dialoguer avec eux et leur faire des propositions, puisqu'il y a des propositions pour faire avancer cette maltraitance institutionnelle et évidemment pour changer aussi la vie des professionnels, pour que les professionnels puissent exercer correctement leur travail, qu'ils n'aient pas, quand ils sont dans l'aide sociale à l'enfance, à avoir des centaines de dossiers à gérer et qu'ils puissent avoir de vrais dialogues avec les personnes qu'ils doivent soutenir au quotidien. On a entendu en tout cas votre message d'alerte que vous lancez ce matin. Merci Marie-Alette Grard d'avoir répondu aux questions C'est moi qui vous remercie. de KTO. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente du mouvement ATD Quart Monde qui vient de sortir un rapport sur la maltraitance institutionnelle. Merci à vous et bonne journée.